Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous pour parler des gaz de schiste en détail. Il y a beaucoup d'opportunités qui résident dans les gaz de schiste, mais beaucoup de défis aussi. Je dirais que la fracturation hydraulique est quelque chose qu'il faut apprendre à aimer. Je sais qu'en France, ça n'a pas bonne presse, la fracturation hydraulique, mais ça fait longtemps que moi, je m'occupe de cela. Et j'ai montré cela l'autre jour quand je faisais un exposé, et c'était une dame qui a réagi, qui a dit que c'est pas vous à gauche. Je dis, c'est vous? Oui, c'est moi, c'est bien moi. C'est pas, oui, c'est pas la semaine dernière, mais il n'y a pas trop longtemps. Si j'avais gardé mes lunettes, ben, ce serait encore la mode. Mais bon, voilà, ça fait longtemps que je m'occupe de ça, comme vous avez vu sur la photo. Donc, ça fait un bon bout de temps que je m'occupe de tout cela dans les sites aux États-Unis que vous voyez ici. On produit du gaz sec dans les zones rouges et dans les zones vertes. On utilise la fracturation hydraulique pour faire l'huile de schiste, et puis quand c'est un mélange des deux couleurs, on fait du liquide et du sec. Mais je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de rester au temps qui m'était imparti. Aux États-Unis, on a parlé de réservoirs de 100 ans de gaz naturel. C'est peut-être beaucoup plus que ça, hein. Mais j'aime bien montrer ce schéma-ci quand je parle de tout cela, parce que d'ici 2050, quand nos étudiants auront mon âge, ça les effare un peu quand je leur dis ça, quand mes étudiants auront mon âge en 2050, il va falloir 2 fois plus d'énergie sur la planète Terre qu'on a maintenant. Il faut doubler la taille du système énergétique. Pour ce faire, il nous faut respecter la croissance économique dont on a besoin, la sécurité nationale, bien sûr l'environnement aussi. Et le gaz naturel a son rôle à jouer dans tout ce scénario futur. Valérie et Festa ont déjà évoqué des points que je vais soulever, donc je vais aller rapidement sur certains points, mais vous voyez la performance relative des différentes sources énergétiques ici. Je vais revenir là-dessus quand je parlerai des fuites de méthane. Le gaz naturel, c'est mieux que le pétrole, mais ce n'est pas une énorme différence non plus. Vous savez que dans le secteur de l'électricité aux États-Unis, on a pu diminuer de beaucoup les émissions de CO2. En fait, on dégage la même quantité de CO2 maintenant qu'il y a 20 ans, aussi à cause de la bascule vers le gaz naturel. Et on a quitté un peu le charbon, on est venu plutôt vers le gaz naturel. C'est en partie grâce à ça. L'industrie du charbon a compté beaucoup sur le captage et la séquestration du CO2 pour aborder les problèmes de CO2. Et ça fait 10 ans qu'on compte dessus. Mais il y a 10 ans de cela, avec un collègue, nous avons l'année dernière, avec un collègue, on a sorti un papier qui disait que le captage et la séquestration du CO2 est une stratégie risquée et qui risque pas trop de réussir pour bien réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on a écrit dans notre publication en 2012. Il y a 2 jours de cela, des auteurs ont publié un article dans la même revue qui allait dans le même sens. Et pour moi, donc, le stockage et le captage du CO2 n'est pas forcément une option valable. Si on double les émissions de CO2, vous voyez, ceux qui modélisent le climat aimeraient bien qu'on arrive vers la droite, là, ce que j'ai montré avec la flèche. Et au mieux, le stockage et le captage du carbone fait partie de la solution. C'est une stratégie qui pourrait réussir, mais il faut être optimiste pour croire en cela. Et en plus, ça coûterait très cher. Et comme on a dit dans notre publication, ces formations géologiques
étaient déposées dans des eaux profondes et les matières organiques étaient piégées dans les schistes argileux et c'est peu perméable. Vous voyez ici les pores, la porosité par lesquels transitent les gaz. C'est une échelle de 100 nanomètres. Généralement, c'est la moitié de cette taille-là. C'est pour cela que ces roches ont une perméabilité qui est un millionième de moins que un réservoir habituel de gaz. Mais ça fait parfois des centaines de millions d'années que ces gaz sont piégés dans ces roches. Donc, il faut aller verticalement pour aller jusqu'à la bonne profondeur. Après, sur 1,5 kilomètre, on fait un forage horizontal, on fait la fracturation. Et ce qui est important là, ce sont les points qui sont des endroits où la fracturation hydraulique qui ne se voit pas provoque des événements sismiques. Donc, on provoque par la fracturation hydraulique des micro-événements sismiques qui améliorent la perméabilité. Ce sont des événements sismiques qui s'échelonnent à une magnitude de moins 2 de tremblement de terre. Ça fait une faille de cette taille-là avec un glissement d'une très petite taille, comme je viens de vous montrer. Mais ça modifie suffisamment la perméabilité pour nous permettre de produire le gaz naturel, qu'on pourra sortir de là. Et donc, ce gaz naturel qui va entrer en scène pour produire de l'électricité. Là, ce sont des statistiques qui sortent de notre ministère de l'Énergie aux États-Unis. Leurs prévisions pour le gaz naturel sont erronées. Depuis toujours, ils ont toujours mal prévu les choses. Ils sous-estiment toujours l'importance du gaz naturel. Depuis toujours, leurs prévisions sont erronées. Et là, c'est l'Agence internationale d'énergie avec leur Annual Energy Outlook. Vous voyez ce qu'ils ont prévu. 2012-2013, la bascule vers le gaz naturel. Et donc, les émissions de CO2 qui vont diminuer. Je pense que là, ils ont raison de dire cela. Ils ont aussi prédit que d'ici 2040, on va utiliser encore beaucoup de charbon aux États-Unis. Et moi, ma mission dans la vie, c'est de faire en sorte que cette zone brune soit réduite. On a assez de gaz pour se passer du charbon. Il n'y a aucune raison de continuer à utiliser le charbon. C'est impossible d'avoir un charbon propre. Et il y a une alternative qui est tout à fait logique. Maintenant, on a parlé du gaz au niveau mondial. Quand vous regarderez ces chiffres, vous allez vous rendre compte que 170 ans au niveau de consommation actuelle pour le gaz naturel, ce sont des sous-estimations. On n'a pas compris les découvertes récentes de gaz conventionnel. Il y a des zones entières du monde où on n'a pas de données disponibles sur l'éventuelle présence du gaz de schiste. Donc, ces chiffres ne peuvent qu'augmenter. Quand il s'agit du gaz de schiste, c'est la Chine qui a le plus grand potentiel. Même chose que les États-Unis et le Canada, ensemble à peu près. La Chine est importante si on veut regarder les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la Chine est importante si on étudie les problèmes en présence. Parce que si vous regardez ce schéma, vous verrez que le système énergétique va doubler d'ici 2035 et l'utilisation du charbon va plus que doubler. Aux États-Unis, on produit 2 milliards de CO2 en faisant de l'électricité tous les ans, mais ça a tendance à diminuer. Si on passe de 2 à 0 et que la Chine passe de 7 à 14, du point de vue climat, en fin de compte, ça y est, c'est fini. Hein? Non. Ce qui se passe dans le monde développé, dans le monde occidental, aux États-Unis, Europe, ça compte pas. Ça compte pour des brouettes, si je puis dire. C'est en Chine que ça se passe et en Asie. Donc, il faut présenter des alternatives qui permettent le développement économique tout en créant moins d'émissions de CO2.
Mais ce n'est pas le CO2 qui va changer les choses en Chine, c'est la pollution de l'air. Des études récentes ont été publiées dans le Lancet au Royaume-Uni, entre autres, un article qui a été publié par un scientifique américain au sujet des effets sanitaires de cette pollution. Plus d'1 million de décès par an liés à cette pollution, c'est énorme. L'impact est colossal et cela peut créer du changement en Chine, et cela bien plus tôt que leur politique à long terme. Ce n'est pas quelque chose d'importance secondaire. En ce qui concerne le pétrole, vous le savez probablement, voici le Dakota du Nord, à la frontière États-Unis-Canada. De récents développements ont eu lieu, particulièrement en ce qui concerne la fracturation hydraulique. Une étude assez conservatrice a été effectuée qui prévoit environ 7 milliards de barils. C'est tout à fait excitant, mais les États-Unis consomment à peu près environ 1 milliard de barils par an. C'est une solution, mais ce n'est pas une solution à long terme pour l'énergie. Un autre point est que nous ne produisons pas de pétrole à partir du schiste. Ce sont des réservoirs de pétrole qui sont connus depuis des décennies. Vous voyez ici au nord, Dakota du Nord, des réserves dans des couches schisteuses, voire que l'on fore dans les couches inférieures. La fracturation hydraulique permet d'obtenir des quantités économiques de pétrole. Et cela prend place partout dans le pays. Vous voyez cette map qui a déjà 2 ans. Il y a la région de Monterey, en Californie, il y a le Texas de l'Ouest, le Nouveau-Mexique, le Colorado. Ce sont d'autres régions qui ne sont pas présentes sur cette carte où de nombreux forages ont lieu. Dans ce bassin du Texas de l'Ouest, plus de 6000 forages ont eu lieu rien que l'an dernier. Voici une projection. Nos imports diminuent d'environ 50%. Mais c'est très bien, mais ce n'est pas une solution à long terme. La fracturation est un processus à long terme. Nous pouvons récupérer les sites qui ont été forés. Et cela n'obtient pas l'attention que cela mérite, malheureusement. Le public s'inquiète de la pollution, de la pollution de l'air, de sortes de marées noires terrestres. Et dans de nombreux pays, il y a ce refus de la fracturation, no fracking. Je n'aime pas du tout ce terme de fracturation. Il ne permet pas de bien comprendre le problème. Si on comprend bien les choses, eh bien, on ne peut pas y apporter de bonnes solutions. C'est encore... C'est le cas, ce qui est le cas aux États-Unis. Il me semble que c'est le cas également en France. C'est à la mode d'être contre le gaz de schiste. Alors déjà que je suis en colère contre Yoko Ono parce que c'est elle qui a fait que les Beatles se séparent. Maintenant, en plus, elle prend la parole au sujet du gaz de schiste. Je ne sais pas ce qui se passe également exactement en France, mais aux États-Unis, quand on parle de gaz de schiste, la réponse immédiate est négative. Le gaz de schiste, c'est le mal. Mais pourquoi personne ne peut vraiment répondre? Une étude va être publiée dans The Bridge, qui est un magazine trimestriel de l'Académie d'ingénierie nationale et qui traite des questions territoriales, des questions d'eau
en ce qui concerne le gaz de schiste et en gros comment produire ce gaz de manière responsable. Dans le comité du ministère de l'Énergie auquel j'ai participé, nous venions de milieux très divers, nous avions des opinions diverses, mais malgré cette diversité et des perspectives qui divergeaient, nous avons réussi à trouver un consensus. Maintenant, le chiffre atteint 40%. L'impact positif sur les communautés locales est très important. On a estimé qu'environ 238 milliards de dollars ont été injectés dans l'économie grâce au gaz de schiste. Ça représente 1,7 million d'emplois sur une décennie. Des développements donc positifs, mais ce n'est pas ce que le comité avait à traiter. La question à traiter était simple. La question était, est-il possible de développer l'extraction du gaz de schiste de manière responsable, environnementalement parlant? Et notre réponse était oui. Bien sûr, il y a des points à améliorer. Je peux en évoquer quelques-uns, comme ici, par exemple, l'impact sur l'eau et les nappes phréatiques. Je vais d'abord vous montrer des données qui vous montreront que les fracturations hydrauliques ne toucheront pas l'eau de la nappe phréatique. Vous voyez ici les profondeurs. Les puits ont commencé à environ 1,5 km et le plus profond atteint 2,5 km de profondeur. Les puits sont en bleu. Ici, ils sont en gros d'une profondeur de 400 mètres. Vous pouvez voir ici les micro-séismes qui ont lieu pendant la fracturation. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a environ 1,5 km à 2 km entre la zone de fracturation et la nappe phréatique. Il n'y a donc pas eu de contamination de la nappe phréatique. Si les nappes étaient plus basses, alors on ne pourrait pas utiliser cette technologie. On polluerait probablement la nappe phréatique. Mais tant que la matrice rocheuse est située en profondeur par rapport à la nappe phréatique, cette dernière n'est pas contaminée par la pollution. Un autre point, c'est le fait que dans l'esprit des écologistes, je m'en considère un, c'est qu'il y a une frontière entre les énergies fossiles et les renouvelables. Et tout simplement, ils ne veulent pas adapter les nouvelles technologies de fracturation. Et un de leurs arguments est que les fuites de méthane viendraient contrecarrer les bénéfices de l'utilisation de ce gaz. Les fuites de méthane seraient donc un vrai problème. Alors oui, c'est un problème. Mais d'après les données que nous avons aujourd'hui, cela semble ne pas être le cas. Un laboratoire auquel appartient cet institut a publié un article l'an dernier qui montre que sur 16 000 puits, ici vous pouvez voir le charbon, le gaz naturel conventionnel, le gaz naturel non conventionnel, le gaz de schiste Barnett, on voit que la base est plus efficace que le charbon pour générer de l'électricité. Un autre point, c'est la quantité de
fuite que l'on peut accepter avant de laisser tomber le gaz naturel pour le charbon. Bien sûr, le méthane est un gaz à effet de serre important, mais si on regarde sa durée de vie, le méthane a une durée de vie, il n'est stable que pour 7 années environ, mais ensuite il se transforme en CO2. Donc, si on veut utiliser du gaz naturel pour limiter les émissions, il faut rester dans cette zone 2%, entre 2 à 3%. Il y a un consensus au sujet de ces chiffres. Une autre étude d'importance vient d'être publiée et fait partie d'une série d'études qui ont été menées par l'Université du Texas avec le Fonds de protection de l'environnement. On peut voir que leur chiffre est de 0,4%, donc c'est encore plus bas. Et les deux seules études que nous avons à notre disposition montrent que, oui, si une fuite devient un problème, il faut faire ce qui est entre notre pouvoir pour éviter ces fuites. Mais pour l'instant, les fuites ne devraient pas être un problème. Alors, les nappes phréatiques, maintenant. Il y a des groupes de défense de l'environnement aux États-Unis, des ONG, ainsi que des universitaires, des autorités régulatrices qui ont œuvré et qui indiquent que ces experts, peu importe qui on représente, des autorités gouvernementales, des industriels, tout le monde est d'accord sur le problème. Le problème a trait à la construction du puits lui-même. Alors, on est tous très excités au sujet de la fracturation, mais ce qui devrait exciter les écologistes, c'est la construction et la régulation de la construction des puits. Si on ne fore pas ces puits convenablement, alors il y aura des problèmes. Les lois concernant le foncier sont régulées par les États. Il y a maintenant 23 États producteurs de gaz de schiste. Et si on fait bien ces forages, il y a des encastrements dans du ciment, mais dans certains cas, les parois du puits ne sont pas cimentées et cela peut créer une contamination croisée. La solution principale consiste à adopter de nombreuses barrières. Une barrière simple n'est pas suffisante. Donc, encore une fois, ce sur quoi il faut travailler, c'est la construction des puits et encore la construction des puits de manière à nous assurer que nous adoptons de bonnes pratiques et qu'un système de régulation est mis en place. Un autre point sur lequel nous avons travaillé, c'est les micro-séismes. L'eau qui sort après la fracturation est très saline et contient du fer, de l'arsenic et du sélénium. Cette eau doit être traitée. Cette fracturation peut générer des séismes. Il y a environ 150 000 puits de classe 2 en fonctionnement aux États-Unis. Voici une carte de la sismicité du territoire. En 2011, des séismes ont été générés en Ohio, en Arkansas, au Nouveau-Mexique et à Dallas, au Texas, déjà depuis plusieurs années.
Et on vient de se rendre compte que des séismes sont également générés près d'Oklahoma City. On comprend bien la physique. On sait comment ces micro-séismes sont générés par l'injection d'eau grise. Voici ici l'exemple de l'injection d'eau, du séisme associé. Lorsqu'on arrête d'injecter l'eau, il n'y a plus de séisme. On voit bien qu'il y a une corrélation très claire ici. Nous avons également remarqué la même chose dans l'ouest du Colorado avec l'adjonction d'eau, la pression qui concorde avec la sismicité. Les séismes étaient donc générés comme en appuyant sur un interrupteur. Ce qu'il faut faire, c'est réduire la résistance lorsqu'on travaille sur des failles existantes. Ce qu'on fait avec cette pression de l'eau, c'est que l'on génère des phénomènes naturels qui auraient eu lieu de toute façon, peut-être pas avant 10 000 ans, mais ce sont des processus géologiques naturels. C'est une pression qui est présente dans la croûte terrestre qui fait que cette énergie est dégagée via le séisme. Bien sûr, il y a la question des décisions de la politique, des autorités de régulation. Tout le monde sait ce que ce feu signifie, en vert, orange, rouge, feu vert, ensuite le feu orange, attention, et feu rouge, on arrête. La difficulté est bien sûr de savoir quand s'arrêter. On comprend bien le pourquoi de ce phénomène, mais il faut donc limiter les vitesses d'injection, il faut surveiller la sismicité, il faut évaluer les risques et il faut bien sûr être préparé à abandonner certains des puits d'injection. Nous savons comment nous y prendre, il faut donc maintenant devenir plus proactif lorsque nous entreprenons ces activités. Nous pouvons donc faire des évaluations, des analyses de risque pour savoir s'il faut abandonner la fracturation ou non. Je sais que vous êtes tous amoureux de la fracturation hydraulique. Il n'y a rien à jeter dans la fracturation hydraulique, mais je comprends qu'on puisse être appréhensif à cet égard. C'est une énergie qui peut remplacer le gaz et le pétrole. Le gaz de schiste est un outil particulièrement remarquable. Le gaz de schiste peut être développé dans différents types d'environnements. Ça, ce n'est pas la question. Le fait est que nous ne communiquons pas bien à ce sujet. Nous perdons la confiance du public en la matière. Un ancien politicien qui est également partie du corps professoral de Stanford a résumé cela au New York Times la semaine dernière. Il a dit « Ne gâchons pas tout ». En d'autres termes, si on ne travaille pas bien, si on ne présente pas bien ce que l'on fait, alors on va perdre l'attention du public et nous n'aurons plus le droit d'opérer dans ce domaine. Il faut donc bien garder à l'esprit cela. Je n'aime pas en général les clichés, mais le gaz de schiste, c'est un pont bleu vers un futur plus vert. Le gaz de schiste peut se révéler être un pont
vers un avenir sans carbone. Mais il faut savoir où on va et il faut trouver des politiques éclairées. Pendant l'administration Bush, la politique, c'était aller forer tant que vous pouvez. Mais ce n'est pas vraiment une politique. Ne pas forer n'est pas non plus une politique rationnelle. Il faut regarder les choses sur le long terme. Et là, on voit que le gaz de schiste peut jouer un rôle très important si on continue à investir dans des sources d'énergie renouvelables. Alors, nous pourrons envisager un avenir sans carbone d'ici la moitié de ce siècle. Merci de votre attention.